Mais d'abord, on part en Roumanie, en Transylvanie. Et pour une fois, on ne parle pas de Dracula, mais d'un peuple de colons partis à l'aventure. Au cœur de la Roumanie, entourée par le massif des Carpates, se trouve l'une des régions les plus préservées d'Europe, la Transylvanie. Une terre que l'on surnomme le pays au-delà des forêts. Dans ce décor naturel indompté, dominent çà et là de surprenantes citadelles médiévales. Ces édifices témoignent de l'histoire extraordinaire d'une communauté qu'on appelle les Saxons de Transylvanie. Aux confins de l'Europe, des colons allemands et luxembourgeois forgèrent une identité, une langue et une culture qu'ils gardèrent intactes depuis leur installation au XIIe siècle. Ces villes-forteresses imprenables en sont le symbole. Le symbole d'un peuple parti de rien qui a su devenir une élite germanophone puissante avant de subir les régimes autoritaires de l'après-Seconde Guerre mondiale et de déserter les lieux. Mais dans un pays constitué d'une mosaïque d'ethnies, l'esprit saxon est resté gravé dans la pierre et le cœur de ses habitants. Je me sens saxonne de Transylvanie et ce que j'apprécie ici, c'est l'esprit de solidarité. Les gens sont très chaleureux et on se sent vraiment appartenir à une communauté. L'histoire de cette communauté débute au Moyen-Âge. La Transylvanie constitue alors la frontière orientale du royaume de Hongrie, soumise aux invasions des peuples venus des steppes asiatiques. Le roi hongrois Géza II fait alors appel à des colons venus de l'ouest de l'Europe pour peupler et défendre ces terres. Par groupes de dizaines de familles, ces pionniers entament la traversée du continent et découvrent en arrivant des territoires quasiment vierges. Perché en haut d'une colline, au centre de la Roumanie actuelle, Sighișoara, perle architecturale, est l'une des premières colonies fondées par les Saxons en 1191. L'historienne Andrea Rost est une descendante de ces colons. Et c'est d'ailleurs en allemand qu'elle exprime son amour pour cette ville qui n'a pas évolué depuis le Moyen-Âge. Nos ancêtres venaient de la Flandre, du Luxembourg, de la région du Rhin. Ils y vivaient sous un système féodal, ils n'étaient pas libres. Personne n'entreprend un voyage de 1000 km comme ça sans raison. C'est parce qu'ici, on leur a promis la liberté d'administrer sans entrave leurs terres. C'étaient des paysans et aussi des artisans qui espéraient trouver des bonnes conditions de vie, et ils les ont trouvées. Ce peuple germanophone, à qui Géza II ouvre ses frontières, était recherché pour ses qualités de bâtisseur et réputé pour sa capacité à développer l'économie de la région. À peine arrivé, il se met au travail. Les colons se sont installés et ont commencé à fortifier leurs villages et leurs églises afin de les défendre. Leur mission était d'agir comme garde-frontières et d'empêcher quiconque de conquérir ces terres. Cela s'avéra nécessaire très rapidement, car en 1241, nous avons eu l'invasion des Mongols. Et dans les siècles qui suivirent, on a dû se défendre contre les attaques répétées provenant de l'Empire ottoman. C'est ainsi que les forteresses se renforcèrent de génération en génération et de siècle en siècle. Pendant 3 siècles, des tours de défense sont ajoutées et la muraille a grandi jusqu'à enserrer l'ensemble de la colline sur 1 kilomètre. Derrière ces remparts imprenables, c'est toute une ville qui s'organise. Au choix, la rue des menuisiers, la rue des fourreurs ou la rue des potiers d'étain. Autant de noms pittoresques qui rappellent que la cité médiévale était alors régie par ces corporations d'artisans. Leur pouvoir économique donne aux Saxons les moyens de bâtir la défense de la cité et leur ingéniosité leur permettra de survivre.
Il y a une histoire amusante qui raconte que lors d'un siège, la réserve de nourriture commençait à diminuer. Et pour dire aux Turcs « Attention, nous avons encore assez à manger, vous attendez pour rien là-dehors », on raconte que l'on aurait laissé sortir le dernier cochon de la fortification. On était sûr que les Turcs ne l'attraperaient pas pour le manger, mais c'était le message qui comptait. On voulait montrer que l'on n'allait pas capituler de sitôt. Grâce à ces fortifications, les bourgs saxons ne cessent de prendre de l'ampleur et leur réputation leur vaut de devenir rapidement des lieux de passage incontournables. Une centaine de kilomètres au sud, en longeant les contreforts des Carpates, nous rejoignons Sibiu, la capitale historique et culturelle des Saxons. C'est ici qu'une nouvelle élite s'est constituée, façonnant une ville à son image, faite de grandes places et d'hôtels particuliers. Aujourd'hui, moins de 2% de la population est saxonne. Zeno Karl Pinter, archéologue, en fait partie. Il sait parfaitement pourquoi ses aïeux ont choisi de s'implanter ici. La ville est située à l'entrée de la vallée de la seule rivière qui traverse les Carpates vers le sud, jusqu'au Danube et jusqu'en Orient. C'est l'une des routes commerciales les plus importantes de l'époque. Et cette route passait par là, sous ce pont. Elle reliait l'ouest de l'Europe au sud en traversant la ville de Sibiu. Au Moyen-Âge, passaient ici les charrettes qui amenaient les marchandises dans la ville. Et c'est ici aussi que les marchands des pays lointains devaient vendre une partie de leurs marchandises avant de reprendre la route. D'une ville commerçante, Sibiu va devenir le symbole de cette bourgeoisie naissante. Depuis la place Ouette, centre de la ville médiévale, il suffit de quelques pas pour que les perspectives architecturales changent du tout au tout. La grande place de Sibiu se déploie sous les yeux des toits. On appelle ainsi ces lucarnes qui, grâce à leur forme unique, semblent veiller hier comme aujourd'hui sur la vie des Saxons. Cette place est l'une des plus grandes de l'Europe médiévale. Elle n'a aucune fonction commerciale. Cette place était uniquement la démonstration du pouvoir, l'endroit où on faisait la politique. Si Sibiu peut se permettre d'étaler autant de richesses, c'est que les Saxons ont négocié avec le roi hongrois un certain nombre de privilèges en échange de leur soutien militaire. Ils obtiennent notamment la liberté de s'administrer selon leurs propres lois. La ville jouit dès lors d'une autonomie ecclésiastique, judiciaire et politique inouïe. Ce sont les nobles, les gens riches qui construisent ici. Leurs maisons sont joliment décorées, spacieuses et éloignées les unes des autres, parce qu'ils peuvent se permettre de laisser autant d'espace non utilisé dans la ville. Ça montre la richesse, la grandeur et le pouvoir. Grâce à sa prospérité et à son indépendance, Sibiu devient une ville avant-gardiste, capitale d'une société éclairée. On pourrait faire une liste de tout ce qui s'est fait à Sibiu pour la première fois. Le premier journal, le premier théâtre, le premier musée dans le sud-est de l'Europe. Quand l'homme peut réfléchir et agir librement, alors tout cela devient possible. Les Saxons n'étaient pas un peuple en arrivant ici. C'étaient des groupes épars qui provenaient de différentes régions et même de différents pays. C'est ici qu'ils sont devenus un peuple. À partir de la moitié du 19e siècle, alors que la région dépend de l'Empire austro-hongrois, le rayonnement du peuple saxon finit par déranger. Cette communauté, qui vit en vase clos depuis toujours, doit ouvrir ses portes aux Roumains et perd peu à peu ses privilèges. Plus tard, le régime soviétique et la politique de Ceausescu poussera la plupart d'entre eux à fuir la Roumanie, notamment après la chute du mur de Berlin. Ils ne sont plus que 36 000 aujourd'hui. Mais le sens de la communauté des Saxons n'a pas pour autant quitté le pays. En traversant les collines, là où le tracteur n'a pas encore totalement remplacé le cheval,
nous retrouvons l'âme de la Transylvanie. Et isolé à 1 heure de route de toute ville, Viskri. Ce petit village du XIIe siècle est longtemps tombé dans l'oubli. Mais peu à peu, Viskri retrouve des couleurs, notamment grâce aux derniers Saxons qui s'engagent dans sa reconstruction. Viskri est l'un des villages les plus petits et les plus pauvres de la région, parce que le sol n'est pas très fertile et que nous vivons uniquement de la terre. Mais je crois que ce sens de la communauté ici a toujours été très fort. Donc nos ancêtres ont pu conserver ce riche patrimoine architectural. Le sens de la communauté est institutionnalisé par les Saxons sous le nom de voisinage. Un système d'entraide qui permet à chacun d'utiliser ses compétences pour aider les habitants des maisons voisines. Chaque village saxon a été divisé en quartiers. Et dans chaque village, le sens communautaire a contribué à ce qu'ils puissent vivre ici durant 850 ans. On avait besoin les uns des autres. Il y avait des règles écrites depuis 1623 qui dictaient l'organisation de la communauté. Et cette communauté traditionnelle a disparu d'un coup, d'un seul. À l'ouverture des frontières, en seulement 3 mois, Viskri perd la quasi-totalité de sa population saxonne. Ils ne sont plus que 15 au village, mais l'héritage de leurs parents a survécu au bouleversement. Pendant le communisme, je désirais moi aussi vivre libre. Je rêvais de liberté. Une fois que nous en étions débarrassés, je me suis dit qu'il y avait des choses à faire ici. Et on a senti que c'était de notre devoir de préserver ce que l'on avait hérité de nos ancêtres. Dans les années 1990, il a fallu développer une nouvelle vie sociale. Aujourd'hui, nous nous entraidons avec les Roumains, avec les Roms. Une nouvelle communauté est née et c'est ce qui est beau. Les murailles des villes et des villages de Transylvanie semblent continuer de protéger l'héritage fragile des Saxons. Ce qui reste à sauvegarder aujourd'hui, ce n'est pas seulement un patrimoine architectural, mais bien l'esprit de la communauté dans lequel les Saxons ont puisé la force qui leur a permis d'exister.